Bienvenue à toutes et à tous dans ce mercredi des sciences. Et aujourd'hui, on est en compagnie d'Anatole Chouard qui va nous parler des derniers rapports du GIEC sur le climat. Je vais laisser donc Edith Grobellet, qui est éditrice chez Belin Éducation, enchaîner avec la présentation de l'intervenant. Merci Caroline. Du coup, je me présente très rapidement. Je suis éditrice au secteur sciences de Belin Éducation. Donc, je travaille surtout sur les manuels de SVT et d'enseignement scientifique actuellement. Et donc, pour co-animer ce webinaire, je suis avec Samuel Rébulard, qui est auteur et directeur d'ouvrage chez Belin Éducation depuis pas mal d'années, je pense qu'on on peut le dire. Samuel, tu as travaillé entre autres beaucoup sur les manuels de SVT et d'enseignement scientifique. Et en plus, tu es co-responsable de la préparation à l'agrégation de l'Université Paris-Saclay à Orsay. Si j'ai bien résumé. Exactement. Parfait. Et donc, aujourd'hui, on est très content d'accueillir Anatole Chouard, que je vais aussi présenter assez rapidement. Donc, Anatole est vulgarisateur scientifique et conférencier. Il a étudié les mathématiques appliquées à l'école polytechnique, puis il a décidé d'appliquer son expertise aux thématiques environnementales. Donc, il est créateur d'une chaîne de vulgarisation scientifique sur le thème de l'énergie et du climat qui s'intitule Chez Anatole. Alors, je ne suis pas du tout actionnaire de cette chaîne YouTube, mais je me permets de la recommander vivement parce que c'est à la fois clair, précis, rigoureux et très bien sourcé. Du coup, il nous a semblé chez Belin que ce matériel pouvait être très bien adapté pour des classes, notamment pour des lycéens. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Anatole aujourd'hui pour cette conférence. Et on a mis en avant plusieurs de ces vidéos dans les ressources des manuels numériques d'enseignement scientifique et de SVT lycée. Donc voilà, je vous invite à les consulter si ça vous intéresse. Donc Anatole, maintenant je te laisse la parole. Merci Edith et merci à tout Belin pour l'invitation. Donc, je vais partager mon écran et puis on va partir tout de suite. Hop. Est-ce que vous voyez bien la première slide et est-ce que vous m'entendez bien? On voit bien la slide et on t'entend bien. Ok. Très bien pour moi aussi. Super. Alors, on est parti pour un résumé des 3 rapports du GIEC en une trentaine de minutes. On va voir si je tiens. Mais voilà, 30-40 minutes maximum. Et je vais commencer par une petite expérience qui n'est pas en rapport avec le GIEC, mais vous allez voir pourquoi. Et donc, c'est une expérience de Denis Meadows. Donc, Denis Meadows, c'est la personne que vous voyez ici, un des auteurs du rapport Meadows. Donc, c'est un des plus grands chercheurs sur les enjeux environnementaux. Et donc, je vais vous faire sa petite expérience qu'il aime bien faire en début de conférence. Et je vais demander à tous les participants de croiser les bras. Donc là, vous êtes devant votre ordi, devant votre téléphone, et vous croisez vos bras. Et ne laissez pas tomber votre téléphone, peut-être. Et vous regardez le bras qui est au-dessus. Vous avez un bras au-dessus, un bras en dessous. Moi, le bras qui est au-dessus, c'est le bras gauche. OK, vous regardez le bras qui est au-dessus et vous décroisez les bras. Et vous recommencez maintenant, mais cette fois-ci, vous allez changer le bras qui est au-dessus. Donc au départ, c'est un petit peu galère. Donc là, voilà, j'ai finalement trouvé ma position avec l'autre bras au-dessus. Mais finalement, on y arrive. Et donc, qu'est-ce qu'on voit avec cette petite expérience? Eh bien, on voit qu'on a des habitudes. On a des habitudes, bon, voilà, croiser les bras, on n'y pense même plus. Ça, c'est une habitude du quotidien. Et si on nous demande de changer nos habitudes, eh bien, au début, parfois, on fait des petits ajustements, des petites erreurs. C'est un peu difficile au départ, mais finalement, on y arrive. Et donc, là, on voit que si on demande un petit changement d'habitude pour un changement de mode de vie qui est, en fait, on s'en fout complètement de notre manière de changer les bras. Déjà, si on vous demande ça tous les jours pour le restant de votre vie, ça va être compliqué. Et bien là, tout ce qu'on va voir avec les rapports du GIEC, ça va demander des changements individuels, mais aussi des entreprises, des États, des gouvernements, enfin des changements de mode de vie qui sont énormes. Donc là, j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu à ça pendant toute la conférence, que même un tout petit changement de mode de vie, c'est très compliqué à mettre en place. Alors des grands changements, comme on va voir, ça va être encore plus dur. Et donc, on est parti pour un résumé des 3 rapports du GIEC. Et donc, juste avant de résumer les rapports, on va quand même rappeler quelques petits rappels sur le GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, en anglais, ça se dit IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Et
Et le GIEC, donc on dit que c'est le groupe, mais en fait, il est réparti en 3 sous-groupes. Il y a le groupe 1 d'abord qui étudie la base scientifique. Donc, quel est le problème? Qui est à la base de ce problème? On va voir que c'est nous, que c'est l'homme. On peut s'en douter. Mais on va voir comment on le sait aussi. Ensuite, il y a le groupe 2 et le groupe 3. Donc, le groupe 2, c'est sur les conséquences du changement climatique. Donc là, on va voir à court, à moyen terme, les conséquences sur les populations et comment s'y adapter. Donc, on parle d'adaptation et de résilience. Et le groupe 3, c'est donc les solutions, cette fois, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on voit le CO2, le méthane, CH4, le protoxyde d'azote, N2O et les autres gaz à effet de serre. Et donc, en fait, si on veut résumer groupe 1, groupe 2, groupe 3, c'est un petit peu comme, là, par exemple, j'ai une maladie, je cherche au départ, donc moi, c'est une allergie. Donc, au départ, je cherche la base scientifique pour savoir quelle allergie j'ai. Ensuite, je vais essayer de traiter les conséquences d'abord. Donc, je vais essayer de prendre un dolirum, quelque chose comme ça. Et ensuite, sur les solutions, je vais essayer de traiter mon allergie. Donc, c'est à peu près la même chose pour le GIEC et le climat. C'est la base scientifique, quelles sont les conséquences qu'on s'adapter aux symptômes, et ensuite, quelles sont les solutions pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, voilà ce que font les trois groupes du GIEC. On va résumer déjà en une phrase les 3 groupes et on va aller un peu plus en détail. Et ensuite, j'aimerais juste dire 2 choses sur le GIEC. Première chose, et en fait, c'est un petit peu des idées reçues qu'on a sur le GIEC. Et donc, il faut bien remettre les choses en place et après, on va regarder les 3 groupes. Première chose qu'on pourrait penser, c'est que le GIEC est un groupe de recherche. Et en fait, non. Le GIEC ne fait pas de recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le GIEC, il produit une méta-analyse de plusieurs papiers de recherche qui sont déjà sortis. Ils ne font pas une nouvelle recherche. Donc là, ils font plutôt un méga résumé de plein d'autres papiers de recherche. Et donc là, je vous ai mis les chiffres qui sont hyper impressionnants pour le rapport du groupe 1, donc sur la base scientifique. C'est 14 000 études qu'ils ont analysées tous ensemble. Et donc, le groupe 1, ça concerne 234 auteurs qui représentent 66 pays différents. Et donc voilà, si on veut s'intéresser et s'informer sur la base scientifique du changement climatique, on n'a pas à lire 14 000 études, mais on a à lire seulement une méta-analyse, ce qui facilite les choses. Ce n'est pas de la nouvelle recherche, c'est un résumé de ce qui a été déjà fait. Et la deuxième chose à retenir, c'est que le GIEC ne fait pas de recommandations. Alors là, on se dit, mais pourtant, parfois, on entend des entreprises dire regardez, nous, on fait ça et ça correspond aux recommandations du GIEC. Et en fait, c'est complètement faux. Le GIEC ne fait aucune recommandation. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les rapports peuvent servir de base scientifique pour les décisions politiques. Donc, pour être bien clair, c'est le GIEC ne dit pas il faut faire ça, il faut faire ci. Non, il y a plusieurs scénarios. On va voir plusieurs scénarios. Ils disent dans le scénario 1, il se passe ça. Dans le scénario 4, 5, il se passe ça. Et donc, à vous de faire les politiques, les décideurs politiques, à vous de prendre les bonnes décisions. Donc là, je vous ai mis le logo de la COP21 à gauche et de la COP26 à droite. On pourra en parler après, peut-être dans les questions. Et donc, on est parti pour un résumé des 3 rapports du GIEC, en commençant par le groupe 1. Et donc, voilà, c'est à ça que ressemblent les rapports du GIEC. Donc, ils sont pour l'instant disponibles qu'en anglais. Donc, les rapports du GIEC, le premier rapport il était sorti en 1990. Les rapports d'évaluation, donc c'est les gros rapports qui sortent tous les 6-7 ans environ. Là, on est sur le dernier rapport d'évaluation. C'est là où on va faire le résumé. Et voilà, les rapports, ils ressemblent à ça. Et pour chaque rapport, il y a 3 versions, on va dire. Une en 3000 pages, une en 150 pages, le résumé technique, et ensuite le résumé décideur, le résumé aux décideurs politiques en 40-50 pages. Et même ce résumé, il n'est pas très lisible, il est disponible qu'en anglais, il est écrit en langage scientifique assez poussé, avec c'est assez technique, et donc on va essayer de faire un résumé complet avec tous les graphiques du GIEC, mais en moins long que tous ces rapports. Et donc voilà, je vous ai promis une phrase pour chaque rapport, une phrase qui résume chaque rapport. Là, pour le groupe 1, c'est sans doute celle-ci, et donc il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Donc là, on peut se dire, oui, on savait que c'était nous le problème, ça, c'est pas nouveau. Et en fait, c'est hyper important pour 2 raisons. La première raison, c'est comme je vous ai dit, les rapports du GIEC, donc le groupe 1, les rapports d'évaluation, ils sortent tous les 6-7 ans. Et dans les autres rapports, en fait, on n'a jamais dit que c'était sans équivoque, cette influence humaine. Et donc, c'est la première fois, avant on disait que c'était hyper probable,
Et là, c'est la première fois que le GIEC dit non, non, c'est sans équivoque, c'est nous le problème. Donc ça, c'est la première raison pourquoi c'est super important, pourquoi c'est cette phrase la plus importante du rapport. Et la deuxième raison, c'est qu'on pense parfois que les climato-sceptiques ont un peu disparu avec les progrès scientifiques et la vulgarisation scientifique aussi. Mais en fait, quand on regarde le sondage du World Economic Forum de 2019, ils ont posé, c'est un sondage au niveau mondial. Le changement climatique est causé majoritairement par quoi? Donc, il y en a 67%, donc 2/3, des gens qui répondent que c'est l'homme. OK, bonne réponse. Mais il y en a encore 27% qui pensent que c'est des phénomènes naturels qui sont la cause majoritaire du changement climatique. Et il y en a 6% qui disent changement climatique, ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, il y a 2/3 seulement des gens qui sont d'accord avec les conclusions du GIEC. Donc, ça fait assez froid dans le dos. Et parfois, on a un petit peu un effet bulle parce qu'on vit parfois seulement avec des gens qui y croient et qui savent pourquoi c'est nous le problème. Mais en fait, voilà, il y a 1/3 des gens qui n'ont pas encore cette connaissance ou qui ne veulent pas l'admettre. Il faudrait voir aussi au niveau psychologique. Donc, on est parti sur les graphiques du groupe 1. Les graphiques les plus importants du groupe 1, il y a celui-ci. Et ça explique pourquoi c'est nous le problème. Alors, pourquoi c'est nous qui avons réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres? Ce que vous voyez, vous avez 2 simulations informatiques. La première en bleu-vert, en bas, c'est une simulation du réchauffement global depuis 1850 jusqu'à 2020, s'il n'y avait que des phénomènes naturels en jeu, donc sans l'influence humaine. Donc vous voyez, petite variation d'activité solaire, petite variation d'activité volcanique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une température qui bouge un petit peu entre plus 0,1 et moins 0,1 degré, mais qui reste à peu près stable à plus 0 degré, un réchauffement de 0,01 degré. Et maintenant, on fait la même simulation informatique en commençant en 1850. On prend en compte les phénomènes naturels, on voit que ça n'a quasiment pas d'influence, mais on rajoute l'influence humaine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en 2020, on aurait réchauffé, si cette simulation est bonne, l'atmosphère de plus 1,1 degré par rapport à 1850. Donc ça, c'est la courbe ici en marron avec les intervalles de confiance qui sont indiqués. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est en 2020, donc on voit ce qui s'est passé réellement, et on peut tracer la courbe observée en noir ici, et on voit que la courbe observée, elle rentre complètement dans les intervalles de confiance marron, et non pas dans les intervalles de confiance bleu-vert. Donc, c'est bien nous le problème. Et on a en effet réchauffé l'atmosphère déjà de plus 1,1 degré en moyenne globale par rapport à 1850. Deuxième graphique du GIEC sur le groupe 1, on reprend celui-ci et on fait un dézoom. Donc, vous voyez que là, c'est le réchauffement depuis 1850. Et là, on fait un dézoom avec ce nouveau graphique. La période 1850-2020, elle est ici. Et on voit maintenant à partir du réchauffement depuis l'an 1. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les variations naturelles du climat, elles ont existé. Voilà, on est à plus 0,2, parfois on est à moins 0,1. Et depuis 1850, la découverte des énergies fossiles et leur réutilisation en énorme quantité, eh bien, on voit que non seulement les températures, là, plus 1,1, ça n'a jamais été atteint depuis des milliers d'années, mais que la vitesse à laquelle ça change, ça n'a aussi jamais été atteint. Et j'aimerais vous présenter encore deux graphes sur le groupe 1 qui sont un peu plus techniques cette fois-ci, mais on va essayer de les expliquer simplement. Et c'est sur certaines conséquences du changement climatique qui sont linéaires et d'autres qui sont non linéaires. Et on va voir ce que ça veut dire et les conséquences de ça. Donc ici, vous avez toujours le réchauffement, mais non plus en fonction du temps, mais des gigatonnes de CO2 qu'on a émis dans l'atmosphère. Donc dans le passé, ici c'est en gris, donc vous avez le réchauffement passé, puisqu'on a déjà émis à peu près 2400 à 2500 gigatonnes de CO2. Et vous avez 5 scénarios pour le futur en fonction de où est-ce qu'on va s'arrêter d'émettre des gigatonnes de CO2. Et on voit quoi? On voit que le réchauffement, il est linéaire avec les gigatonnes de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que la courbe, elle ne fait pas comme ça. Ce n'est pas une exponentielle, ce n'est pas un logarithmique non plus. C'est complètement linéaire. Et donc, on voit que quand on avait émis 1000 gigatonnes de CO2, on avait réchauffé l'atmosphère de 0,45 degrés. Pour 2000 gigatonnes, donc le double, c'était le double de 0,45, donc 0,9 degrés. Et là, on a déjà réchauffé l'atmosphère de 1,1 degré. Donc voilà. Donc ça, on sait que plus on émet dans l'atmosphère, plus ça réchauffe et de manière linéaire. Il n'y a pas d'effet de seuil, il n'y a pas d'arrêt, c'est juste de manière linéaire, en première approximation. Mais par contre, ça c'est
une des conséquences du changement climatique, ce n'est pas du tout la seule. On va voir maintenant la conséquence la plus non linéaire du changement climatique. Et pour ça, j'aimerais vous illustrer ça avec Usain Bolt. Donc, Usain Bolt est l'homme le plus rapide de tous les temps, mais il n'est pas beaucoup plus rapide que les autres, malgré ce qu'on peut voir à la télé. En fait, il met seulement 10 dixièmes au deuxième le plus rapide de tous les temps, Tyson Gay. Et si on regarde maintenant la performance, la popularité sur Twitter par rapport à la performance, eh bien, en fait, il est un tout petit peu plus performant que les autres, mais la popularité, elle est complètement non linéaire, parce que nous, on regarde seulement le premier qui franchit la ligne, et donc on ne connaît quasiment que les premiers dans tous les sports. Si la popularité, elle était linéaire, je vous ai tracé la courbe en bleu, il n'apparaît pas, hop, voilà, je vous ai tracé la courbe en bleu. Ça, si c'était linéaire, cette popularité, en fait, il serait un peu plus populaire que les autres, mais pas tellement plus. Eh bien, on va voir maintenant une conséquence du changement climatique qui est complètement non linéaire. Et c'est sur les vagues de chaleur. Donc ici, vous avez une carte de la Terre, représentée un peu de manière simplifiée. Pour ceux qui jouent un petit peu au Colons de Catane, le jeu Les Colons de Catane, c'est à peu près la même représentation ici. Et donc, sur cette carte, vous avez quoi? Vous avez comment le nombre de vagues de chaleur a évolué depuis 1950. Donc, ce n'est pas une carte sur le prédiction pour le futur, c'est vraiment les nombres de vagues de chaleur, comment elles ont évolué depuis 1950 déjà. Donc, vagues de chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des événements qui sont limités dans le temps et dans l'espace, alors qu'avant, on parlait du réchauffement global, moyen, annuel, sur tout le globe. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que dans toutes les régions, le nombre de vagues de chaleur a augmenté par rapport à 1950. Donc ça, c'est déjà le cas. Et si on regarde maintenant la vitesse à laquelle elles ont augmenté, eh ben, c'est ça qui est complètement non linéaire. Donc, je m'explique avec ce petit graphique. J'ai mis ici, on voit qu'on est dans un monde à plus 1,1 degré, à peu près plus 1 degré. Et on voit qu'on a déjà 5 fois plus de vagues de chaleur qu'en 1850-1900. Donc, on avait en 1850-1900, au niveau global, une vague de chaleur tous les 50 ans à peu près. Et bien maintenant, on en a déjà 5 fois plus. Maintenant, c'est des événements qui ont lieu à peu près tous les 10 ans. Si c'était linéaire, donc si c'était comme ceci, la courbe bleue, là, vous voyez, réchauffement et nombre de vagues de chaleur. Si le nombre de vagues de chaleur était linéaire avec le réchauffement, mais un plus 2 degrés, on aurait, donc c'est 2 fois plus que plus 1 degré, on aurait 5 fois 2, 10. En fait, on a 14 fois plus. Et à plus 4 degrés, on aurait 5 fois 4, 20. Et bien en fait, on voit qu'on aurait 39, presque 40 fois plus de vagues de chaleur. Donc ça veut dire quoi? C'est que si c'était linéaire comme conséquence, en fait, ce serait grave déjà, mais moins grave que la réalité qui est prédite par le GIEC. Dans un monde à plus 4 degrés, on aurait 40 fois plus de vagues de chaleur qu'en 1850. Et donc, vous voyez ici, je vous ai remis Usain Bolt, c'est exactement le même phénomène qui a lieu, c'est qu'il y a une non-linéarité du nombre de vagues de chaleur par rapport au réchauffement global. Hop, je passe à la slide suivante. Et donc, je vous rappelle juste donc, ce qui a été conclu dans l'accord de Paris, et après, on va passer au groupe 2. C'est que d'ici 2100, il faut limiter le réchauffement moyen à plus 1,5 degré et au grand maximum à plus 2 degrés par rapport à 1850. Pourquoi? Parce qu'on connaît toutes les conséquences et aussi parce que certaines conséquences sont non linéaires. Donc, c'est vraiment entre plus 1,5 et plus 2 degrés, c'est vraiment un monde qui change du tout au tout. Donc, déjà, plus 1,5 degré, ça paraît complètement mort. Plus 2 degrés, c'est peut-être encore possible. On va voir qu'on n'est pas encore du tout sur les bonnes trajectoires. Mais c'est des mondes qui sont vraiment très différents, déjà plus 1,5 et plus 2 degrés. Et cet accord de Paris, il a été signé et ratifié. Il y a 191 pays qui l'ont ratifié. Et l'objectif, donc pour respecter l'accord de Paris, il faut atteindre la neutralité carbone mondiale autour de 2050-2060. On passe au rapport du groupe 2. Et donc, je vous fais encore cette fois la phrase à retenir du groupe 2. C'est celle-ci. Elle a un peu été partagée dans certains médias. 3,3 à 3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Donc, en ce moment, on est 7,9 milliards sur Terre, bientôt 8. Donc, ce n'est pas tout à fait la moitié, mais c'est presque la moitié des personnes qui vivent en ce moment dans des contextes hautement vulnérables au changement climatique. Donc, voilà, ce n'est pas un événement dans le futur pour quelques personnes, c'est vraiment pour quasiment la moitié du monde sur Terre. Et dans le groupe 2, ils font
une sorte de liste des tendances mondiales, en plus du changement climatique. Donc, je vous fais cette liste. Les tendances mondiales comprennent le changement climatique, la perte de la biodiversité, la surconsommation des ressources, la dégradation des terres et des écosystèmes, l'urbanisation rapide, les changements démographiques, l'augmentation des événements extrêmes, et ils nous ont même rajouté les pandémies, parce que c'est sorti un petit peu après le Covid. Mais ils avaient déjà prévu d'écrire ça, même avant ça, avant cet événement. On va regarder maintenant, donc groupe 2, je rappelle, c'est sur les impacts sur la population, parce qu'on a vu déjà la base scientifique, maintenant c'est l'impact sur la population et comment être résilient, comment s'adapter. Et on va voir les impacts sur l'agriculture, dans les villes et les impacts sur le mental, la santé et le mental. On commence avec le graphique. Vous voyez, donc cette fois-ci, c'est pour un graphique dans le résumé aux décideurs du GIEC. Et c'est sur les impacts observés sur l'agriculture. Donc, on voit 4 colonnes. Ici, sur l'eau et la production, donc, on a l'accès à l'eau, les pertes agricoles, les pertes pour l'élevage terrestre et les pertes pour l'élevage marin. Et on a tout ça en fonction des régions du monde. Et donc, quand on voit un moins, c'est-à-dire que le changement climatique a des conséquences négatives sur ces productions agricoles. Quand il y a un plus-moins, c'est qu'il y a certaines conséquences qui sont négatives, d'autres qui sont positives. Et quand il y a un plus, c'est que les conséquences du changement climatique sont positives. Et vous voyez qu'il n'y a aucune, dans n'importe laquelle des régions du monde, il n'y a jamais de plus. C'est au mieux un plus-moins et quasiment tout le temps un moins. Et donc, on voit que certaines régions sont plus ou moins touchées sur la production agricole, mais il y a surtout les petites îles qui sont absolument touchées partout sur l'eau, sur l'élevage terrestre, sur l'élevage marin. Et donc, c'est des conséquences sur la population et sur le nombre de personnes qu'on peut nourrir dans un futur proche qui sont déjà impactées et qui vont être encore plus impactées avec le réchauffement global qui va augmenter. Ça, c'est sur l'agriculture. On passe maintenant à la santé. Donc là, c'est sûr, on a 4 colonnes maintenant, toujours 4 colonnes. Cette fois-ci, c'est sur les maladies infectieuses, le stress physique, le stress mental et les migrations. Et là, on voit que déjà, on n'avait pas de plus. Maintenant, on n'a même plus de plus-moins. On a peut-être des trucs qui sont not assessed, donc qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas pu être établis, mais il n'y a plus de plus-moins. Et j'ai oublié de vous dire aussi, plus la couleur est foncée, plus le GIEC est confiant de ce résultat de si c'est un moins, un plus-moins, etc. Et donc, on voit que maintenant, en fait, c'est sur tous les continents que ces impacts sur la santé des populations sont déjà négatifs et vont continuer à l'être dans les prochaines années. Et on passe maintenant aux impacts urbains. Donc, cette fois-ci, les 4 colonnes, ça représente les inondations, les cyclones, les dégâts sur les infrastructures et les dégâts sur l'économie. On a encore une fois que des moins dans tous les continents. Donc, tous les continents sont vraiment impactés et de manière encore plus forte, et ils ont plus de confiance sur les petites îles. Les petites îles, ça veut dire qu'on pense parfois qu'il y a peu d'habitants sur certaines petites îles quand on voit ça, mais ça participe aussi, par exemple, l'Indonésie, avec des centaines de millions d'habitants sur ces petites îles, et je rappelle, tous les continents sont impactés. Donc, j'ai mis ici une petite phrase du GIEC avec un truc un petit peu artistique pour qu'on retienne vraiment cette phrase. Tous les continents sont en retard dans leur politique d'adaptation. Même s'il y a certains continents qui sont plus ou moins touchés, on est tous en retard, tous les continents et tous les pays. Et donc, quels seraient les objectifs pour être résilient? En fait, il y en a 17. Donc, c'est les 17 objectifs de développement durable. Alors, quand on les lit comme ça, on a l'impression que ça commence à faire un petit peu bisounours. Donc là, on regarde pas de pauvreté, zéro faim dans le monde, santé et bien-être pour tous, éducation de qualité pour tous. Ça, c'est des choses qui seraient impossibles. Enfin, zéro faim dans le monde, c'est impossible. Mais c'est quand même un objectif vers lequel il faut tendre. Et là, le problème, selon le GIEC, c'est que de nombreuses initiatives donnent la priorité à la réduction à court terme des risques climatiques, ce qui réduit les possibilités d'adaptation transformationnelle. Donc ça, c'est une phrase un peu plus compliquée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on ne regarde qu'un seul des 17. Donc si on regarde ici, parfois, on peut s'intéresser seulement au climat ou seulement à la vie aquatique, sans prendre en compte que tous ces 17-là, ils sont complètement liés. Et donc, on parle beaucoup d'énergie, le numéro 7, c'est dans tous les débats sur l'environnement, on parle de l'énergie propre, alors qu'en fait, ça fait partie d'un panel de choses desquelles on devrait parler, sur lesquelles on devrait parler. Et donc, on parle du 7, du 13,
donc mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, mais en fait, on devrait parler des 17. Et donc, si vous voulez une petite comparaison, c'est un petit peu comme Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. On ne peut pas s'intéresser seulement à Kylian Mbappé, il faut s'intéresser à tout le groupe, parce que si on s'intéresse qu'à un seul des objectifs de développement durable, en fait, on va complètement oublier les autres. Et donc, il faut vraiment aller tout ça ensemble de manière la plus résiliente possible. Et donc, si on regarde les trajectoires futures, on voit que pour l'instant, on est ici en 2022. Et sur ce graphique du GIEC, on regarde le futur possible jusqu'en 2100. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va prendre des décisions au niveau mondial et on va aller soit vers un monde plus résilient, soit vers un monde moins résilient, moins adapté aux conséquences, pour faire face aux conséquences. Et donc, on voit que si on prend toutes les bonnes décisions, alors vous voyez, parfois, il y a des petits éclairs avec des petits W comme ça, là. Ça, c'est des crises. Donc, juste avant 2022, il y a la crise de la Covid. Il se trouve qu'il y a eu une crise juste après la sortie du rapport, mais ça, ils ne pouvaient pas prévoir. C'est la guerre en Ukraine. Mais on sait qu'il va y avoir des crises. Ça, elles arrivent. Ça peut être de toutes sortes, des pandémies, des guerres, etc. Et parfois, on aura des décisions à prendre juste après des crises pour aller vers un monde plus ou moins résilient. Et on voit que si même si on fait tous les bons choix à partir de 2022, eh ben, on ne peut pas être dans le monde le plus résilient possible. Ça, c'est déjà trop tard. En fait, il fallait agir avant pour être dans un monde le plus résilient possible. Mais par contre, donc voilà, ça c'était la courbe où il fallait agir avant. Mais si on fait tous les mauvais choix, on peut encore être dans un des pires cas possibles. Donc ça ne veut pas dire que c'est en retard, on est en retard, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Non, pas du tout. On est en retard, mais on peut quand même aller dans un monde qui est plus résilient que si on n'agit pas du tout. Et donc voilà, sur la résilience, ça veut dire quoi? Ça veut dire réformer les systèmes de santé, développer des politiques migratoires. Donc ça, c'est une phrase qui est dans le GIEC. Généralement, quand on entend en politique développer des politiques migratoires, ça veut dire fermer les frontières. Ici, quand c'est le GIEC qui le dit, il se précise bien que ça veut dire plus ouvrir les frontières, parce qu'on va avoir énormément de réfugiés climatiques. Donc voilà, c'est isoler les bâtiments, etc. Voilà pour. Je suis désolé pour toutes les mauvaises nouvelles. Moi, je pense que vous attendiez quand même un peu à ça. Et donc, on a fait le groupe 1, la base scientifique, le groupe 2, les conséquences, comment être résilient. Et maintenant, on regarde le groupe 3, comment réduire comment aller vraiment à la source du problème, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je vous fais comme d'habitude une phrase qui résume le groupe 3. Elle est un peu plus longue, mais elle est super intéressante. La phrase, c'est celle-ci. Les trajectoires avec un pic des émissions mondiales le plus tôt, entre aujourd'hui et 2025, ces trajectoires-là, elles impliquent certes des investissements initiaux plus élevés, mais elles apportent des gains à long terme pour l'économie et elles évitent des impacts plus sévères du changement climatique. Bon, la phrase est un peu longue, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on agit tôt pour réduire les émissions mondiales, eh bien oui, ça va demander énormément d'investissements. D'accord. Des investissements même juste financiers. Et ensuite, si on n'agit pas du tout, eh ben, pour réparer tous les pots cassés, pour réparer en fait, il y aura aussi énormément de vies qui vont il y aura énormément de morts, donc ça on ne pourra absolument pas réparer. Mais si on regarde juste au niveau économique, c'est plus intéressant financièrement d'investir maintenant plutôt que de ne pas investir et de devoir payer pour toutes les réparations. Donc ça c'est assez fou et c'est un peu contre-intuitif. On se dit, si on s'intéresse juste à l'économie, il ne faut pas investir maintenant. En fait, si, complètement. Et cette phrase, elle a été... il y a eu un gros imbroglio autour de cette phrase. C'est qu'il y a eu une dépêche AFP qui a dit, il faut que le pic des émissions mondiales arrive avant 2025. Et ensuite, ça a été traduit, je pense que vous avez dû en entendre parler, comme on a 3 ans pour agir. Mais en fait, pas du tout. Là, c'est vraiment... Il faut que le pic des émissions mondiales, on va voir dans le prochain graphique, moi je vous le mets tout de suite. Voici les émissions mondiales depuis 1990. Elles continuent d'augmenter. Il faut qu'on atteigne le pic le plus tôt possible, si possible avant 2025. Mais ça ne veut pas dire qu'on a 3 ans pour agir. Ça veut dire que atteindre le pic, ce n'est pas du tout la solution. Il faut atteindre le pic et puis réduire les émissions jusqu'à atteindre la neutralité carbone autour de 2050-2060. Donc, on n'a pas 3 ans pour agir, on a 50 ans, 100 ans pendant lesquels il va falloir faire des efforts énormes. Et donc, voilà, cette phrase-là a été un petit peu mal traduite dans les médias. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, c'est les émissions mondiales
depuis 1990, depuis la sortie du premier rapport du GIEC. Et malgré tout ce qu'on dit sur le changement climatique, tous les discours politiques, etc., les émissions mondiales continuent d'augmenter. Et on voit la répartition en fonction des gaz à effet de serre. Donc en bleu clair, vous avez le CO2 fossile, en jaune, le CO2 de l'agriculture, en orange, le méthane, et ensuite les autres qui font 6% en tout. Et donc on voit que le CO2, c'est 75% du réchauffement global qui est dû à ce gaz et 18% au méthane, les deux principaux. Qu'est-ce qu'on voit aussi sur ce groupe 3 ? On a ici quelque chose de très intéressant, c'est la répartition des émissions de gaz à effet de serre en fonction des différentes régions du monde. Et donc là, c'est les émissions par habitant. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit différents rectangles. La base de ces rectangles, c'est la population. Donc on voit qu'en Asie du Sud, il y a énormément de personnes, vous savez. Et la hauteur, c'est les émissions par personne. Donc là, on voit qu'ils sont à peu près à 3 tonnes de CO2 par personne. En Europe, donc on est moins nombreux, mais par contre, la hauteur est beaucoup plus grande. On est à peu près à 9 tonnes par personne en Europe. 9 tonnes de CO2, sachant qu'il faut qu'on atteigne les 2 tonnes en 2050 par personne au niveau mondial pour respecter cet accord de Paris dont on a parlé. Donc, on voit qu'en Europe, il faut qu'on divise nos émissions par 4,5 en 2050 par rapport à aujourd'hui. En France, on est à 9,9, donc quasiment 10 tonnes. Il faut qu'on divise par 5 nos émissions. Et en Amérique du Nord, ils sont à 19 tonnes. Donc, à peu près 20 tonnes, ils doivent diviser par 10 leurs émissions en 2050. Donc, souvenez-vous du truc juste de changer les habitudes pour notre manière de croiser les bras. Là, c'est vraiment un changement d'habitude qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus vaste et qui concerne tous les modes de vie. On va voir comment réduire ensuite. Donc voilà, ça c'est le constat du groupe 3. Et généralement, on entend beaucoup de discours en disant « Regardez, la France, nous, on ne pollue pas énormément, c'est les Américains, etc. » Oui, eux, ils doivent diviser par 10. Bon courage pour diviser les émissions par 10 par habitant. Mais nous, on doit quand même, en France, en Europe, diviser par 4,5, en France, diviser par 5 nos émissions. Donc, on fait partie énormément du problème. Et donc, c'est aussi à nous de faire notre part, et pas que aux Américains. Et donc, on a ici différents scénarios du GIEC jusqu'en 2050. Donc, encore une fois, on commence en 2020, 2021, 2022 à peu près. Et on a la trajectoire des émissions jusqu'en 2050. Là, on regarde uniquement le CO2 ici, mais il y a aussi les autres gaz à effet de serre qu'il faut prendre en compte. Mais on a vu que le CO2, c'était 75% du réchauffement global. Donc, c'est les graphiques les plus importants. Et on voit en bleu clair la trajectoire de baisse qu'il faudrait suivre pour respecter les 1,5 degrés de l'accord de Paris. En vert et en violet, 2 trajectoires possibles pour respecter un monde à 2 degrés, avec 2 tiers de probabilité. Et en rouge, on a, donc vous pouvez lire ici, Trend from Implemented Policies, les mesures politiques qui sont déjà en place dans tous les pays au niveau mondial, nous mènent, ce n'est pas écrit dans le graphique ici, mais ça nous mène vers un monde à plus 2,7 degrés. Donc on est complètement, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les trajectoires de baisse des émissions qu'il faudrait. On a dit, oui, on entend encore beaucoup de politiques dire, le monde à 1,5 degré, il est encore possible, on peut l'atteindre. En fait, pour l'instant, pas du tout. On ne respecte pas du tout nos engagements. Et ce qui est vraiment en place, c'est la courbe rouge. Les émissions continuent encore d'augmenter et on se dirige vers un monde à plus 2,7 degrés. Quand on sait que certaines conséquences du changement climatique sont non linéaires, je vous laisse imaginer la catastrophe. On va voir maintenant, donc on a dit que le groupe 3, c'était, là on a fait un petit peu un constat, et maintenant c'est quelles mesures prendre pour réduire les émissions. Il y a 2 choses à faire. On va regarder d'abord le secteur de l'énergie. Enfin, c'est ce que fait le GIEC. Moi, je fais que le résumé. On regarde d'abord le secteur de l'énergie et ensuite tous les autres secteurs. D'abord, le secteur de l'énergie. Une petite phrase du GIEC. Dans les trajectoires modélisées qui limitent le réchauffement à plus 1,5 degré, l'utilisation mondiale du charbon, du pétrole et du gaz en 2050 devrait diminuer d'environ 95%, 95% pour le charbon, moins 60% pour le pétrole et moins 45% pour le gaz par rapport à 2019. Donc, il faudrait éradiquer le charbon, moins 60% pour le pétrole, moins 45% pour le gaz. Il y a encore plein d'entreprises qui vont chercher des nouveaux puits de pétrole. Je pense que vous avez sans doute entendu parler du projet EACOP en Ouganda. Il y a encore énormément de centrales à charbon. Il va falloir quasiment éradiquer le charbon en 2050. Donc, ça paraît quasiment mission impossible.
Pourquoi? Parce que si on regarde ici l'énergie qui est consommée au niveau mondial, d'où elle vient, eh bien, on voit qu'à 84%, elle est fossile. On a ici le pétrole, le charbon, le gaz, et ensuite toutes les autres énergies dont on entend souvent parler dans les médias. Mais en fait, on oublie souvent, je trouve, qu'on vit dans un monde à 84% fossile. Ça, c'est au niveau des pourcentages. Et maintenant, si on regarde l'énergie consommée totale, vous voyez que depuis 1800 jusqu'à 2019, eh bien, on a une augmentation. Là, on a l'impression, en fait, quand on parle de charbon, on a l'impression que c'est une énergie du passé. En fait, pas du tout. Ça continue d'augmenter jusqu'en 2019. Et là, ça commence un tout petit peu à atteindre un palier. Pour le pétrole et pour le gaz, ça continue d'augmenter. Et le GIEC nous dit qu'il faudrait que le charbon diminue de 95% et le pétrole de moins 60%. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est dans le secteur de l'énergie. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, c'est que les énergies renouvelables, certes, elles sont encore toutes petites, mais leur prix, en fait, leur coût par énergie produite, il a énormément diminué. Il devient à peu près comparable aux énergies fossiles. On va pouvoir les utiliser en masse, même si elles ont d'autres inconvénients, bien sûr, mais pour pouvoir amorcer cette transition énergétique qui n'a pas vraiment commencé, on le voit sur ce graphique. Et donc, une fois qu'on a résolu, on va devoir tout faire en même temps, mais dans le secteur de l'énergie, il va falloir faire cette transition énergétique. Mais dans tous les autres secteurs, on les oublie souvent, on parle tout le temps de l'énergie, mais il faut parler vraiment de tous les secteurs. Eh bien, le GIEC dit qu'il faut réduire cette demande en énergie. Cette réduction, elle peut passer par on a vraiment 3 piliers. On a les facteurs socioculturels, l'usage de nos infrastructures et les avancées technologiques. Donc, la technologie ne va pas sauver le monde, on voit que le problème est beaucoup plus compliqué que ça, mais le GIEC dit que dans certains secteurs, ça fait partie d'une des 3 solutions. On va voir rapidement, c'est mes dernières slides, je promets, là, il reste 3 ou 4, dans 3 secteurs. Donc d'abord, dans l'agriculture, on voit que ici, c'est vraiment les facteurs socioculturels, donc dans tout ce qui est alimentation, qui vont permettre de réduire massivement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a les émissions projetées en 2050 ici en gris clair, si on continue comme ça, et ce qu'il faudrait qu'elles soient en gris foncé en 2050. Qu'est-ce qui permet de réduire? C'est vraiment les facteurs socioculturels, donc c'est les habitudes de consommation alimentaire des gens qui doivent changer. Selon le GIEC, c'est donc beaucoup moins de viande rouge, beaucoup moins de déchets alimentaires, etc. On voit que les avancées technologiques sur l'alimentation, ça ne peut pas vraiment permettre de baisser ces émissions. Ça, c'est dans l'alimentation, mais il y a d'autres secteurs où, là, c'est plus la technologie qui permet, avec l'usage de nos infrastructures, de baisser les émissions. Ici, on a donc le transport routier. On voit que les facteurs socioculturels, donc dire aux gens, allez, prenez moins la voiture, il faut le faire, etc. Ça peut marcher un petit peu pour les trajets de vacances, mais pour la plupart des trajets, en fait, c'est des trajets qui sont à peu près obligatoires, pas tous, mais voilà, il faut prendre la voiture pour aller travailler. Il n'y a pas de transport en commun partout, etc. Donc, facteur socio-culturel, ce n'est pas le truc qui permet de réduire vraiment dans le transport. Par contre, l'usage de nos infrastructures, comment nos villes sont organisées, comment nos campagnes sont organisées, comment les transports en commun, eux, sont organisés au niveau un peu plus haut que juste les citoyens, ça permet de réduire. Et ensuite, les avancées technologiques pour passer à des voitures plus petites, on oublie souvent, mais plus petites, électriques, etc. Et dernier secteur que j'aimerais regarder, là, on voit que les 3 piliers sont à peu près de la même taille. C'est pour les bâtiments. Facteurs socioculturels, donc c'est pour réduire la demande en chauffage. Donc, ça, c'est vraiment tous les habitants qui doivent, d'après le GIEC, dire là, il va falloir que je baisse mon chauffage par rapport à mes habitudes de base. L'usage de nos infrastructures et les avancées technologiques vont aussi permettre, donc par exemple, les avancées technologiques, c'est comment bien isoler les bâtiments. Les usages de nos infrastructures, c'est comment les villes sont organisées, est-ce que le chauffage est collectif ou individuel, etc. Dernière, et après je m'arrête, c'est promis. On voit ici les 5 dernières années, les investissements dans l'efficacité énergétique, dans la décarbonation du transport, dans l'électrification des usages et dans l'agriculture. Donc on voit ici, c'est en milliards de dollars, on voit les 5 dernières années. Et en fait, pour respecter l'accord de Paris, le GIEC nous dit que dans l'efficacité énergétique, on devrait dépenser 2 à 7 fois plus au niveau mondial. Pour décarboner le transport, il faudrait qu'on dépense 7 à 8 fois plus.
pour l'électrification, 2 à 5 fois plus. Et pour décarboner l'agriculture, il faudrait qu'on dépense 10 à 29 fois plus au niveau mondial. Donc, on voit encore un graphique qui nous dit à quel point on est en retard. Et 10 à 29 fois plus d'investissement dans l'agriculture, ça montre que c'est des changements d'habitude, pas seulement individuels, hein, bien sûr, mais des entreprises, des États. On a vu les 3 piliers ces changements-là doivent être en fait énormes. Je finis avec une dernière expérience. C'est toujours une expérience de Denis Meadows. Cette fois-ci, je vous demande encore une fois de rien avoir dans les mains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais compter jusqu'à 3. Donc, je vais dire 1, 2, 3, clap. Et quand je dis clap, tout le monde clap. Donc, je dis 1, 2, 3, clap. Quand je dis clap, tout le monde clap. Donc, je vais vous demander de le faire. Peut-être que vous êtes en télétravail, peut-être pas du tout. Et donc, les gens vont se dire pourquoi cette personne clap. On va essayer de le faire quand même. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. 1, 2, 3, clap. Donc, c'est la première fois que je fais cette expérience sur Zoom, mais je suis à peu près certain de ce qui s'est passé parce que j'ai pu faire cette expérience des dizaines de fois en réel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dit les instructions, donc c'est 1, 2, 3, et quand je dis clap, tout le monde clap. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les gestes que j'ai faits, ils ne correspondaient pas du tout les actions que j'ai faites ne correspondent pas du tout aux paroles. Eh bien, qu'est-ce qui est important? C'est les gestes. C'est une fois que j'ai fait le geste, tout le monde, normalement, je pense, a clappé en même temps que moi. Vous allez me le dire après dans les questions, j'espère que c'est le cas. Mais donc, si on veut terminer cette fois-ci cette conférence, c'est que là, on s'est vraiment informé sur les 3 rapports du GIEC, on a fait un résumé complet. Et qu'est-ce qui est vraiment important? Ce n'est pas juste d'avoir les connaissances, c'est de passer à l'action, c'est les gestes. Et donc, si vous avez aimé cette conférence, je me fais juste la petite pub pour terminer, c'est que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Chez Anatole. Vous pouvez scanner le QR code si ça vous intéresse, ou juste taper Chez Anatole sur YouTube. Et vous voyez que j'ai fait plus de 30 vidéos. Là, j'ai mis une photo de quelques-unes sur les rapports du GIEC, bien sûr, mais aussi les rapports de l'IPBES sur la biodiversité, le rapport Meadows, la COP26, les ordres de grandeur, etc. etc. Et je continue d'en produire beaucoup. Donc, si ça vous intéresse ou si une conférence aussi vous intéresse, eh bien, je serai ravi. Et je vais arrêter de partager mon écran pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. J'ai complètement oublié de regarder le... C'est parfait, c'est Ça va? parfait. Merci beaucoup, c'était très complet. Merci Anatole. Alors, est-ce que vous avez fait la dernière expérience? Est-ce que vous avez tapé dans vos mains Alors moi j'ai tapé dans les mains en même temps que j'ai vu les mains se taper, ouais. Oui, moi aussi. Ouais. Tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment cette expérience. Je l'ai fait. On a tapé après Anatole. Moi j'ai une question en attendant que Oui, nos bien auditeurs sûr. en posent. Est-ce qu'on sait chiffrer la part des actions individuelles, c'est-à-dire de ce qui est du ressort de chacun d'entre nous et qu'on peut faire dans notre quotidien, et de ce qui est de l'ordre de la décision collective, politique ou non d'ailleurs, hein, ça peut être les grandes entreprises ou autres, mais est-ce qu'on sait chiffrer ce que nous, enfin si tout le monde faisait à l'échelle individuelle des choses, est-ce que ça aurait un fort impact ou pas? Alors, c'est une super question et il y a une réponse en France. Donc, il y a eu un rapport qui s'appelle Faire sa part par Carbone 4. Et donc, c'est un rapport qui se pose exactement cette question-là, mais en France. Et donc, on se dit, bon, on est à 10 tonnes par habitant. Il faut qu'on descende à 2 tonnes, mais ce n'est pas forcément que les individus qui ont cette possibilité de réduire. Et donc, ils se sont dit, on va regarder toutes les habitudes, tous les modes de vie des individus et on va regarder de combien on peut baisser au niveau individuel et quelle va être la part à faire pour les entreprises et les États pour le reste. Et on voit qu'avec des investissements, c'est-à-dire si on est prêt à investir pour la voiture électrique, pour isoler les bâtiments, etc., on peut baisser au niveau individuel de 50%, de 10 à 2, il y a une baisse à faire. 50% de cette baisse, elle peut être individuelle. Et ça, c'est ce qu'ils appellent un comportement héroïque. Tout le monde ne va pas du tout faire ça. Et ensuite, ils se sont dit, on va essayer de regarder un petit peu. Ils ont fait des sondages. Ils ont vu quand on parle de changement climatique, il y a 20% des Français qui sont absolument d'accord pour faire
qui sont Ça me paraît énorme déjà. motivés. Voilà, il y en a 20% qui sont réfractaires à tout changement, ne veulent pas changer leur mode de vie. Et il y en a 60% qui sont un peu entre les deux. Et donc, ils se sont dit, en fait, 50% de cette baisse, c'est vraiment utopique. Et donc, il y a à peu près une personne sur deux qui va faire ces changements-là. Il y en a d'autres qui vont essayer de les faire, mais sans faire les investissements. Parce que tout n'est pas avec des investissements. Si on veut juste changer notre régime alimentaire, et ça ne demande pas vraiment beaucoup d'investissement de passer à un régime végétarien, etc. Mais donc, ils se sont dit, en mode réaliste cette fois-ci, c'est 25% de la baisse qui est individuelle avec tous les individus. Et ensuite, 75% de la baisse va être être trouvée par les entreprises et les États. Mais en tout cas, quelle que soit la méthode de calcul, etc., on entend donc entre 25 et 50% de la baisse qui peut être individuelle. Mais en tout cas, ce n'est absolument pas négligeable. Non, c'est assez important. Et tu nous confirmes que une partie de cette baisse peut être à coût constant, c'est-à-dire sans que ça coûte. Est-ce qu'on sait globalement quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers ou qui n'a pas envie financièrement de dépenser de l'argent, est-ce qu'on sait jusqu'à combien il peut aller dans la baisse de son empreinte? Oui, alors il se trouve aussi que si on ne fait pas d'investissement, on peut quand même baisser à peu près de 25-30% au niveau individuel. Et ça, bien sûr, c'est vraiment des moyennes. Là, c'est en France, évidemment. Et donc ensuite, il y a plein de sites pour faire son bilan carbone personnel. Parce qu'il y en a qui sont, par exemple, qui se déplacent énormément en avion. Donc là, même si la part au niveau moyen, il y a peu de gens qui prennent l'avion. En fait, et si on prend beaucoup l'avion, l'avion, ça prend un pourcentage énorme de nos émissions. Et là, en fait, on peut faire un bilan carbone personnel et ensuite réduire nos émissions. Il y en a qui pourront réduire de beaucoup, d'autres moins. Mais en moyenne, c'est à peu près 25-30% sans investissement et 50% avec gros investissements. D'accord. Moi, je vais me poser une question de Laurence. Et c'était une question que je me posais aussi un petit peu parce que c'est vrai qu'on se sent un petit peu déprimé, surtout à la fin du constat de la partie 2, du groupe 2, pardon. Donc, Laurence demande comment réussir à faire passer ces messages aux élèves en enseignement scientifique sans les déprimer gravement. Les élèves ont un sentiment d'impuissance et rejettent la faute sur les autres, même s'ils ont bien conscience d'avoir des portables dernier cri et de passer du temps sur Internet. Et je me permets de rajouter, c'est vrai on passe aussi souvent la faute aux générations antérieures aussi, sans vouloir changer le message de Laurence, mais voilà. C'est vrai que quand il y a un gros problème comme ça, il y a une des solutions, c'est de pointer le doigt vers une autre génération, un autre pays, un autre continent et dire, regardez, en fait, nous, c'est pas trop le problème. Il y a vraiment aussi un triptyque entre justement les individus, les entreprises, les États. Les individus disent quoi? Regardez, c'est pas vraiment moi le problème, regardez toutes ces entreprises qui polluent, c'est elles. Ensuite, on regarde au niveau des chefs d'entreprise, ils disent, oui, mais nous, on respecte les lois des États. Donc, ce n'est pas nous le problème, on reste dans les clous de l'État. Et puis après, on regarde l'État et ils disent, ah oui, mais nous, on a été élus par le peuple, donc ce n'est pas nous le problème, c'est le peuple. Et donc, tout le monde se rejette la faute en disant, non, mais c'est les entreprises, c'est l'État, c'est les citoyens, etc. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Donc, je pense qu'il faut déjà arrêter ce truc de qui est vraiment le problème. On est dans un pays qui est bien au-delà des 2 tonnes par habitant, donc c'est à nous tous d'agir, certains plus que d'autres, bien sûr, mais c'est à nous tous. Et ensuite, la grande question, c'est celle qui a été posée, comment ne pas être atterré face à ces choses-là. Moi, je pense aussi que, surtout avec des élèves, c'est peut-être faire un projet ensemble, même si en fait, la réduction des émissions pour un projet d'une classe, elle va être assez petite, mais être plus dans l'action ou rejoindre des associations, des choses comme ça, pour se sentir concerné par ce problème, se dire que là, on est en train de prendre le problème à bras le corps. Je pense que ça peut être une solution d'être dans l'action, parce que sinon, on déprime tout de suite en voyant les conclusions, surtout groupe 2, sur les conséquences sur les populations, et sinon, c'est trop dur, en fait, si on n'est pas dans l'action, je trouve. On a également des ouvrages sur l'éco-anxiété chez les jeunes. Alors, personnellement, je ne les ai pas lus. Je ne sais pas si toi, tu les connais, Anatole, mais je sais qu'il y a des gens qui se sont intéressés à ces questions. J'ai pas lu, j'ai vu qu'il y avait quelques podcasts, des ouvrages aussi sur l'éco-anxiété. Il faut que... je m'y connais un petit peu en éco-anxiété, mais c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Plus les mathématiques appliquées, les graphiques, tout ça. Mais parfois, je fais aussi des vidéos qui sont
un petit peu en dehors de mon domaine de compétences. Enfin, ce sera toujours, si c'est l'éco-anxiété, ça sera quand même relié au changement climatique, etc. Mais donc, je pourrais m'intéresser à ça complètement. Mais pour l'instant, j'ai fait plus des résumés de gros rapports scientifiques, etc. Moi, je me permets de poser aussi une question, alors qui est peut-être plus dans l'aspect un peu du rapport, enfin le groupe 1. Tu as parlé de l'augmentation des vagues de chaleur qui sont prédites. Et je sais que bon, c'est une question qu'on se pose, j'ai l'impression, tous les ans quand on édite les manuels scolaires, notamment pour l'enseignement scientifique, c'est les prédictions sur les événements météorologiques extrêmes, du genre les ouragans, les cyclones. Ouais. Et donc, pour avoir posé la question à des climatologues, j'avais l'impression que les dernières années, les réponses qu'on m'a apportées, c'était bon, les liens ne sont pas aussi clairs. Et je me demandais simplement si le dernier rapport du GIEC montrait finalement des modélisations. Ils ont plus de maintenant de certitude sur ces prédictions. Est-ce que c'est quelque chose que du coup on peut enseigner comme quelque chose d'un peu sûr? On peut prédire que voilà, en plus de tout ça, il y aura plus d'événements extrêmes, ou est-ce que ça reste encore discuté? Alors, j'ai un ami qui a une thèse justement sur ces sujets-là. Et donc, j'avais fait une vidéo un petit peu sur ces sujets, sur les satellites qui regardent la Terre pour un petit peu modéliser les conséquences sur les cyclones, etc. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre de cyclones, d'ouragans, enfin, quand on dit cyclone, ouragan, typhon, c'est à peu près la même chose, mais ça dépend juste des régions du monde. Et donc, le nombre de cyclones, il ne va pas vraiment évoluer. Ça va rester à peu près constant. Mais par contre, l'intensité de ces cyclones, elle va augmenter énormément. Et ça, on le sait. Et donc, les conséquences de tous les cyclones, typhons, ouragans, elles vont augmenter sur la population, elles vont augmenter énormément aussi. Mais donc, c'est un peu difficile à évaluer parce qu'on se dit, ah oui, le nombre, il ne change pas. Oui, mais l'intensité, elle augmente beaucoup. On a une remarque d'Olivier, une remarque concrète. Pour une voiture, un modèle essence coûte 25 000 euros et le même modèle électrique coûte 40 000 euros. Et encore, il n'y a pas de marché d'occasion sur les Ouais. voitures électriques. Donc, ça veut dire que l'offre, finalement, elle est complètement inaccessible pour la plupart des budgets. Hein. Oui, complètement. Non, mais je suis d'accord. Après, il y a eu ce système bonus-malus, mais c'est encore négligeable par rapport aux différences de prix. Je crois qu'on peut avoir jusqu'à des malus de 3 000, 5 000 et des bonus à peu près pareils, mais ce n'est pas encore assez pour. C'est exactement la même remarque que j'avais faite pour les énergies renouvelables. En fait, on a vu que les énergies renouvelables, on commence à les utiliser de plus en plus parce que leur coût, il est devenu comparable aux énergies fossiles et même un petit peu en dessous dans certains cas. Ben là, il va y avoir aussi un énorme changement. Les voitures électriques, une fois qu'elles vont passer en dessous des voitures thermiques, là, il peut y avoir un énorme changement, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Ouais, complètement. Moi, j'ai une question aussi de Philippe qui nous demande, les projets existent déjà, donc j'imagine que c'est les projets qui se font avec les élèves. Ils sont nombreux en enseignement du développement durable, mais comment rester convaincant? Donc, est-ce que tu aurais un conseil voilà, là-dessus pour peut-être parler de l'échelle, de l'ordre de grandeur, peut-être des impacts voilà, s'il faut. Alors, donc, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Je crois avoir compris, mais je ne suis pas sûr. Alors, je Être pense que la convaincant. question, c'est vraiment, voilà, rester convaincant. J'espère que je ne déforme pas, mais vis-à-vis des élèves, j'imagine, Samuel, je ne sais pas si tu comprends Oui, c'est ça. comme moi. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas. On peut rejoindre ça avec la question de Sylviane, d'ailleurs, qui C'est dit juste, que oui. ces élèves, ils en ont marre en fait d'entendre parler du changement climatique parce qu'ils entendent ça dans toutes les disciplines et tous les Ouais, ans. C'est un peu omniprésent dans les programmes. Et en fait, ils ne supportent plus la thématique, surtout que de ouais. toute façon, comme il faut s'adapter au niveau, on finit en tant qu'enseignant, par véhiculer toujours les mêmes messages. Donc, ils ont une impression de redondance. Donc, comment finalement non pas leur transmettre le message, parce que finalement, les messages clés, peut-être qu'ils les ont entendus, Ouais. mais convertir ça soit en source d'intérêt, soit en motivation pour changer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est un. Alors, sur l'intérêt, ça c'est hyper important parce que pour l'instant, quand on parle du changement climatique, enfin, on voit aussi à la télé, etc., c'est souvent des gros documentaires très lents, avec des belles images, etc. D'ailleurs, il y a eu donc le COP récemment, où là, vraiment, on a parlé, bon, c'était une métaphore du changement climatique, mais avec des grandes stars et des choses où là, on s'est dit, ah,
j'ai envie de regarder ce film, il y a Leonardo DiCaprio, etc. Il y a Meryl Streep, je vais aller m'informer là-dessus. Et une fois que, là c'est un peu l'éco-anxiété, mais dans un film avec une métaphore, ils ont dû changer plein de choses pour rendre ça intéressant. Mais peut-être que par là, par la pop culture, etc., j'avais fait une vidéo aussi d'ailleurs, la pop culture pour un petit peu intéresser au changement climatique, et ben, par ces sujets-là, on peut ensuite s'informer, mais cette fois-ci de manière plus active. Et ensuite, je suis d'accord qu'on entend de plus en plus parler du changement climatique, etc. Mais j'ai l'impression, parfois de la mauvaise façon, dans les débats politiques, c'est très souvent de la mauvaise façon. Et aussi, quand on fait des sondages, on se rend compte que c'est un petit peu comme une chanson qu'on pense connaître par cœur, puis après, on essaye de chanter les paroles, et puis en fait, on n'y arrive pas du tout. On connaît l'air, mais on ne connaît pas du tout les paroles. Et donc là, on voit quand on pose des questions sur des trucs assez techniques sur le changement climatique, comment fonctionne l'effet de serre. En fait, il y a très peu de personnes qui savent expliquer juste l'effet de serre ou des choses comme ça. Et donc, c'est très compliqué. Je n'ai pas la solution à tous les problèmes, mais on pense savoir tout parce qu'on se dit, ouais, le changement climatique, j'en entends depuis des années et des années. Mais en fait, quand on regarde précisément, c'est moins. Oui, je peux permettre peut-être de compléter avec un avis et une expérience effectivement personnelle. Je pense qu'il y a un moment où ce qu'il faut, c'est plus être dans un mode de transmission verticale, c'est vraiment les faire parler eux. C'est-à-dire qu'il y a et c'est un peu ce qui revient avec ton exemple de la chanson, hein. C'est-à-dire que plutôt que de leur repasser la chanson qu'ils connaissent déjà par cœur et qu'ils ont l'impression de déjà avoir entendu, on leur dit bah, maintenant vous chantez. Et on va voir ce qu'il en sort et on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre et on va essayer de reconstruire quelque chose qui ressemble à quelque chose en termes d'argumentaire, de lien avec votre vie de tous les jours et des choses comme ça. Et à mon avis, quand vous avez, surtout chez les plus âgés, hein, à partir de la seconde peut-être, c'est peut-être comme ça que vous pouvez vous en sortir. On n'a pas forcément une. Alors, si au passage, vous pouvez glisser quelques informations, effectivement, repréciser des idées reçues, redonner des données plus récentes, des choses comme ça, évidemment, il faut le faire. Mais c'est peut-être eux qu'il faut faire parler sur ces thématiques-là. Et je pense que ça peut permettre aussi d'atteindre un autre objectif qui est de faire baisser l'éco-anxiété. Parce que finalement, c'est une façon de s'exprimer sur ces sujets qui nous touchent tous et de façon quotidienne, quoi. Et j'ai aussi une question à tous les professeurs. C'est depuis quand, à votre avis, ou est-ce que vous savez vraiment, depuis quand il y a eu ce changement là, je vois que dans tous les cours, vous dites qu'on parle vraiment du changement climatique à peu près dans tous les cours presque scientifiques. En gros, oui, en gros, c'est physique, chimie, SVT, histoire géo, ces trois disciplines-là, puis un peu citoyenneté aussi. Ouais, ils entendent Mais parler. vous savez quand est-ce qu'il y a eu cette bascule, enfin, vraiment cette bascule? Parce que moi, par exemple, dans mes études, donc j'ai 26 ans et j'ai pas du tout, vraiment pas du tout eu ces sujets-là en. Bah, c'est les derniers changements de programme, en gros, hein. Donc, Moi, je dirais que ça a été apporté, peut-être des enseignants répondront de façon plus précise, mais en tout cas, avec la réforme du collège, c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, là, on a eu ce qu'ils ont appelé finalement un verdissement des programmes. C'était un peu le mot qui est utilisé, en tout cas pour les éditeurs, auprès des enseignants aussi. Et on a vu de plus en plus ces notions apparaître, pas tout d'un coup, mais en tout cas, oui, les dernières réformes vont vraiment dans ce sens avec. Donc, en gros, la dernière réforme du collège, c'est 2016 et la dernière réforme du lycée, c'est 2019, quoi, pour faire. Ouais. 2019, Oui, je vois 2019 beaucoup dans les réponses. Ouais. Parce que. Dans la réponse, oui, il y a même, ils disent en spécialité, Diane dit en spécialité anglais, monde contemporain. Il y a aussi ce sujet en terminale. Donc, c'est vrai que même en langue, c'est vrai que. Mais pour moi, c'est quand même super important qu'il y ait ça. Justement, il me semble que c'était en 2019, il y avait une lettre dans Le Monde de Jean Jouzel, Valérie Masson-Delmotte et plein d'autres experts du GIEC qui avaient fait une analyse qu'il y avait moins de 10 heures d'enseignement par an sur le changement climatique. Alors, peut-être que là, dans les exemples qu'on donne, c'est vraiment pas forcément spécifique au changement climatique, c'est anglais, changement climatique, physique et changement climatique, etc. Mais il y avait vraiment seulement 10 heures. Et donc, ils avaient écrit dans Le Monde en disant il faut absolument que ça change. Peut-être justement en 2019, c'est là que ça a changé. Et j'ai fait aussi une vidéo sur l'enseignement supérieur. Il y a eu des rapports
du Shift Project et du réveil écologique, de Manifeste pour un réveil écologique. Et ils ont vu en fait qu'il y a à peu près seulement un quart des formations dans le supérieur qui proposent des cours sur le changement climatique. Et il y en a très peu, il me semble que c'est 11% qui en proposent dès le tronc commun. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est en train de changer assez vite. c'est en train de changer. Alors là, pour le coup, je m'y connais un peu plus dans le supérieur, j'avais fait un peu plus de recherches, et c'est en train de changer, mais pas vraiment rapidement. Il y a quelques groupes. Il y a le groupe INSA, qui justement a fait un partenariat avec le Shift Project pour inclure ça dès le tronc commun et dans toutes les formations. Alors, bien sûr, si on fait une formation ingénieur, droit, etc., il n'y a pas que du changement climatique, bien sûr que non. Mais au moins que ce soit dans un cours au tronc commun. Et pour l'instant, là, même en 2022, dans pas mal d'universités, de grandes écoles, il n'y a même pas de cours au tronc commun, encore aujourd'hui. Ouais, J'avais entendu parler, pardon, juste pour compléter, à vérifier, hein, mais de cette intégration de l'enseignement, c'était à la fac de Lyon. Dans Lyon 1, normalement, je crois qu'à partir de la licence, cet enseignement est commun à toutes les filières de Lyon. C'est en discutant avec une maître de conf là-bas, donc c'est à vérifier, mais... Le truc qui fait que ça irrigue plus largement que les 10 heures qui ont pu être identifiées, et c'est la remarque par exemple de Valérie qui fait remarquer que dans l'enseignement agricole, on en parle à travers l'alimentation, à travers la biodiversité, et dans l'enseignement des SVT que je connais mieux, on en parle quand on parle de la gestion des risques, notamment du risque inondation, et ben on va évoquer le fait que les inondations sont plus fréquentes. Quand on va parler, je sais pas, même parfois en physiologie, on va utiliser la capacité à supporter les vagues de chaleur parce que c'est un exemple qui est quotidien. Et du coup, en fait, je pense que ça contribue à ce sentiment que le sujet est présent, notamment chez les lycéens. Effectivement, dans le supérieur, c'est peut-être, on est sans doute pas encore, on est sans doute pas encore là. Mais il y a beaucoup de ces, enfin, on parle du changement climatique là, hein, mais sur les questions alimentaires, l'alimentation et l'agriculture avaient quasiment disparu de l'enseignement des SVT il y a eu une éclipse pendant presque 15 ans où on n'en parlait quasiment plus, hein, donc c'est revenu très tardivement. Donc effectivement, il y a voilà, ça remet du temps, et le problème c'est que former une génération, bah ouais, ça prend un paquet de temps. Ouais. Et je vois une remarque aussi de Laurence à propos de la fresque du climat. Enfin, ça peut faire écho justement à ce qu'on disait avant. Pour les rendre vraiment actifs, la fresque du climat, c'est vraiment un jeu. Bon, c'est en 3 heures, donc ça ne suffit pas, on va dire, mais c'est pour mettre les pieds dedans, on va dire, c'est excellent. Pieds dans le plat, pendant 3 heures, c'est une sorte de jeu de société où on comprend vraiment toutes les interactions autour du changement climatique et d'autres domaines sur la gestion des ressources, etc. Et il y a eu maintenant, il y a des fresques vraiment sur tous les sujets. Fresques du numérique, fresques des océans, etc. De la biodiversité. On peut les rendre plus actifs. Alors la fresque, la fresque du climat, c'est super. J'avais vu une critique peut-être qu'il faut avoir en tête, c'est que justement certaines formations se dédouanent sur une formation fresque du climat dans la première semaine à la rentrée, et puis après font plus rien. Et donc le truc, c'est que c'est mieux que rien, évidemment, parce que c'est déjà super. Mais en fait, faut pas que ça devienne un prétexte pour dire ça y est, on a traité du climat, quoi. Exactement. Et je vois le commentaire de Valérie que, en fait, parfois, il y a certains jeunes qui en savent plus que certaines dirigeants d'entreprise, ou peut-être pas les dirigeants, mais c'est possible aussi, personne dans les entreprises. Et moi, ce que je remarque aussi, donc je fais des conférences dans les entreprises, mais aussi dans les écoles et dans les collèges, enfin, collèges très peu, mais lycées. Et je vois qu'au sein d'une classe de 40 ou d'une entreprise de 40, il y en a qui savent beaucoup de choses et d'autres vraiment pas. Et on va dire, quels que soient les âges, même dans un lycée, il y en a qui savent beaucoup et d'autres pas beaucoup. Donc, il y a une grande disparité. J'ai l'impression que les jeunes sont plus concernés, c'est vrai, mais il y a quand même une grande disparité, quel que soit le groupe dans lequel j'interviens. On commence à entendre de plus en plus parler des data centers, de tas de choses. Du coup, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est encore plus inquiétant et que le GIEC soulève? Est-ce que ce sera pour le prochain rapport? Alors peut-être même ils vont faire un rapport spécifique, donc parce qu'ils font des rapports d'évaluation tous les 6-7 ans. Parfois, ils font aussi des rapports spécifiques. Ce serait possible qu'ils fassent un rapport spécial numérique. C'est une possibilité.
Pour l'instant, le numérique, donc, c'est 3,7% des émissions mondiales. On peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais ça augmente encore de 6% par an. Donc, c'est petit, mais ça augmente très, très vite. Et donc, ce n'est pas le plus gros problème, on va dire. Il y a encore, là, quand on voit notre dépendance aux énergies fossiles, pour moi, c'est absolument ça. Après, dans tous les autres secteurs, il va falloir baisser la demande. Le numérique, malheureusement, on sait que cette demande va augmenter. Ça, c'est absolument sûr. Et il va falloir qu'elles augmentent, mais pas trop vite. Et aussi, dans certains usages du numérique, là, on va dire c'est des bonnes choses. C'est que ça, on permet, par exemple, de faire une conférence plutôt que en ligne, plutôt que de se déplacer, que tout le monde prenne sa voiture, etc., pour se déplacer. Bon, là, c'est un impact, on va dire, c'est une bonne chose de faire ça. Par contre, il y a énormément d'effets rebonds. Donc, le numérique peut être utile, mais il y a énormément d'effets rebonds parce qu'on voit les NFT, les bitcoins, la 5G, le métaverse bientôt qui arrive. En fait, dès qu'on a des possibilités technologiques, eh bien, on se rend compte que l'humanité utilise ces possibilités. Dès qu'on trouve quelque chose, on s'en sert. Et le retour en arrière, il est quasiment impossible. Là, on est déjà habitués tous quasiment à la 4G. Si on revient en Edge ou si on revient avec un téléphone qui n'est pas un smartphone, on est énormément, et j'en fais partie, je ne saurais même plus revenir en arrière. Et donc, on adopte toutes ces nouvelles technologies quasiment sans y réfléchir. On a très peu de débats sur ces activités, ces nouvelles activités. Et une fois qu'elles vont être mises en place, ça va être très compliqué de revenir en arrière. Donc, la réponse en 2 mots maintenant, c'est pour l'instant, ce n'est pas vraiment le problème, mais il faut qu'on y réfléchisse pour ne pas être trop en retard sur le problème, justement. Ça arrive vite. En remontant le fil, je vois une question de Valérie qui demande sur l'alimentation et la partie agricole. Oui. À quoi correspondent les 10 à 29% de dépenses supplémentaires? Alors, là, je ne suis pas expert vraiment. Là, j'ai regardé vraiment le graphique. Il y avait moins de détails ici sur le GIEC, mais on peut comprendre que il va y avoir une énorme, comme il y a une transformation énergétique, il y a une énorme transformation agricole qui doit être mise en place, et énormément aussi sur la répartition des terrains, parce qu'on sait que pour l'instant, les terrains agricoles, c'est énormément sur c'est le bétail. Et donc, pour changer ces terrains-là et les rendre plus durables d'après le GIEC, donc ça voudrait dire réduire cette consommation en viande, eh bien là, il va falloir des changements agricoles énormes. Donc, j'imagine que ces investissements, ils sont là. Mais ça, malheureusement, on pourrait penser, ah oui, la consommation de viande, elle baisse dans le monde, et c'est complètement faux parce qu'on est de plus en plus, et aussi, on est de plus en plus sur Terre, et de plus en plus à pouvoir accéder justement, à pouvoir se payer cette viande, etc. Donc, il faudrait des investissements, d'après le GIEC, pour réduire justement les émissions en agriculture, enfin, les émissions de l'alimentation, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des questions sur les expressions à utiliser, notamment est-ce que le terme développement durable est encore utilisable ou le terme transition écologique? Alors, sachant que dans les 2 cas, il y a des critiques à faire. Oui, il y a toujours les expressions, c'est toujours compliqué. Alors, d'ailleurs, il y a aussi la première expression que j'aimerais bien, c'est changement climatique. Parce que maintenant, on entend beaucoup aussi dérèglement climatique. Et avant, on avait aussi réchauffement climatique. Réchauffement, qu'il ne faut plus utiliser. Bon, le réchauffement, c'est vrai qu'il y a un réchauffement, il est de plus 1,1 degré, mais changement il est climatique. global. Ouais. Voilà, et ce changement climatique, ça prend en compte plus de choses. Dérèglement climatique, il est un peu plus long, je ne l'utilise pas, mais dérèglement climatique, il est plus précis, parce qu'on voit que c'est un dérèglement sur les vagues de chaleur, sur les cyclones, les inondations, sur la santé, sur les villes. Un dérèglement complet du système, donc il est bien. En anglais, ils utilisent climate change, le GIEC. Donc voilà, moi je préfère changement climatique, ça fait moins sérieux, on va dire, mais le sujet est quand même très sérieux. Ensuite, c'était sur le développement durable. Alors le développement durable, justement, ce durable, on se rend compte qu'en fait, ça ne va pas être possible. Et donc, c'est toujours... Moi, j'étais un peu étonné quand j'ai vu que le GIEC a parlé, justement, on parle toujours des objectifs de développement durable, les ODD. Et bon, le GIEC en parle encore un petit peu, mais c'est vrai que, par exemple, en français, quand quelqu'un utilise développement durable, ça peut faire tiquer certaines personnes. Ouais. Mais on comprend l'idée derrière.
Et transition écologique, en fait, ça devrait être rupture énergétique ou rupture écologique. Et on utilise ce terme de transition. Après, c'est toujours très compliqué d'avoir le bon mot, etc., qui est précis et qui est compris par tous en quelques secondes. Mais en fait, c'est même pas une transition qu'on est en train de faire. Et au niveau mondial, dans certains pays, oui, il y a cette transition qui est en train d'être faite. Elle est trop lente. Et au niveau mondial, on voit que elle est même pas amorcée quasiment. Surtout, le terme de transition suppose qu'on est en train de passer d'un état stable à un deuxième état stable. Il faut s'habituer au fait que ça va être instable pendant des décennies, en tous les cas, pour nos générations. Oui, exactement. En fait, c'est une transition, mais très dézoomée. C'est sur une cinquantaine, une centaine d'années qu'on pourrait revenir à un autre état stable. Ouais, complètement. Ben, merci beaucoup, Anatole. Je vous propose de nous arrêter là. C'était hyper riche, hyper intéressant. Merci beaucoup oui, pour cette conférence et puis pour toutes les réponses que tu nous as apportées. Sachez que si vous avez les manuels numériques Max, vous allez pouvoir retrouver du contenu additionnel dans votre manuel. Et puis si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller sur manuelmax.fr et ça vous permettra de voir un petit peu à quoi ça ressemble nos manuels en version numérique et de pouvoir les essayer. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci encore Anatole. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt par mail avec le replay. À très bientôt. Au Bonne revoir. fin d'année. Merci, Merci. au revoir.